Ce programme vous est présenté par la NEP. Ce programme vous est présenté par Air Algérie. Matter Holding. Strategic Investments. Le Nomad Fashion, partenaire styliste du programme. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la grande émission. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce nouveau numéro consacré à la montée de l'extrême droite dans le monde. Alors des États-Unis à la France en passant par l'Argentine, l'Italie ou encore l'Inde, le monde fait face aujourd'hui à une ascension inquiétante de cette idéologie extrémiste, une idéologie qui prône conservatisme, nationalisme et surtout rejet de l'immigration. Ne zappez surtout pas la grande émission, c'est maintenant. Depuis des années, les mouvements d'extrême droite travaillent à polir leur image, alors que ce soit le parti italien Fratelli d'Italia, les démocrates de Suède ou encore le Rassemblement national en France, les partis de la droite conservatrice et leurs dirigeants ont le vent en poupe en Europe, mais aussi dans le reste du monde. Quel que soit son visage, l'extrême droite, presque toujours xénophobe, se nourrit des peurs, des frustrations, des précarités générées et alimentées par les crises. Elle fait aussi de l'immigration son cheval de bataille et du mythe du grand remplacement sa plus grande crainte. Alors comment expliquer cette montée de l'extrême droite dans le monde? Est-ce que la population mondiale est en train de se radicaliser? C'est le sujet de notre débat ce soir et pour en parler, ma fine équipe m'accompagne. Karim Bouaziz, bonsoir. Bonsoir. Nariman Zekar est aussi avec nous. Bonsoir Nariman. Bonsoir. Et puis nous avons également fidèle au rendez-vous Karim Zeribi qui s'est déplacé pour être avec nous ce soir. Bonsoir Karim Zeribi. Bonsoir. Et notre invité ce soir, c'est Nazim Sini. Bonsoir Nazim Sini. Vous êtes enseignant agrégé d'économie. Vous venez directement de Marseille. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir. Je suis ravi d'être avec vous sur le plateau. Merci à vous. Alors sans plus tarder, place à l'actu à la une. Et l'actu à la une, c'est avec Karim Bouaziz. Karim, rebonsoir. Donc chaque semaine, vous nous préparez une petite rétrospective des événements qui font l'actualité. Alors qu'avez-vous pour nous ce soir ? Alors ce soir, on va s'intéresser au présidentiel en Égypte et puis on va revenir sur cette mini-crise diplomatique entre Netanyahou et Washington sur fond de bombardement à Gaza. Et ensuite, on va se poser la question, est-ce un retour de Vladimir Poutine sur l'échiquier international par le truchement de ses voyages au Moyen-Orient ? Et on commence avec les présidentielles en Égypte. Le dépouillement est en cours, Karim. Alors, 67 millions de personnes ont voté durant 3 jours cette semaine, donc de dimanche à mardi. Les zones rurales ont été beaucoup moins pris par cette élection. La ville d'Alexandrie a rameuté des foules pour glisser l'urne pour ces présidentielles. Alors, les enjeux de cette présidentielle, bien entendu, la crise économique et bien entendu la crise sécuritaire. Très bien, Karim. Après de grands enjeux, donc il y a de grands enjeux pour ces élections, et Abdel Fattah al-Sisi est donné favori. Abdel Fattah al-Sisi, l'homme fort de l'Égypte, qui signe un 3e mandat face à des concurrents qui ont moins d'ancrage dans le terrain populaire. On peut les nommer. On a Farid Zarhan, Sanad Yamama
ou Hazem Omar, qui sont beaucoup moins connus, qui n'ont pas beaucoup d'ancrage, face à Sisi, bien sûr, qui est donné comme le grand favori. L'autre inconnu de cette participation a été le taux. Le taux, en 2018, il a été de 42%. Cette fois-ci, selon les autorités officielles, on fait un peu mieux puisqu'on atteint les 45%. Bien entendu, c'est une élection qui se déroule sur fond de bombardement à Raza. Sisi, bon an, mal an, dû par son expérience et l'homme de la situation, selon l'opinion majoritaire en Égypte, surtout qu'il a su remettre l'Égypte en première ligne de la diplomatie internationale. On rappelle aussi que l'Égypte est impliquée dans une guerre au Sinaï et on note que Sisi a enregistré des résultats probants au Sinaï puisqu'il est en conflit avec des groupes armés et il a su sécuriser donc cette zone. Donc Sisi, on le dit, a une expérience certaine sur certains sujets. Donc élu, on le pense, mais élu et surtout peut-être mal élu puisqu'il serait élu sur un fond de surchauffe sociale. Une majorité de la population en Égypte a du mal à rejoindre les deux bouts avec des capacités à se nourrir restreintes, une inflation de plus de 40% sur un an, une dévaluation de la monnaie, la livre égyptienne, moins 50% qui pèse sur les porte-monnaies des Égyptiens. On se rappelle aussi de la séquence Covid qui a un peu diminué les rentrées du tourisme, de l'économie du tourisme et bien entendu l'opération spéciale russe en Ukraine qui a perturbé le marché du blé dont la population égyptienne est fortement conditionnée. Oui, Abdel Fattah Sisi élu avec forcément une majorité, mais mal élu et surtout très loin d'être serein puisqu'il devra donner des marges sociales à sa population. Résultat, le 18 de cette semaine. Alors, Abdel Fattah Sisi, Karim Zeribi, président incontournable pour l'équilibre régional. Oui, président incontournable et énormément de défis. Vous en avez évoqué pas mal, Karim, pour le maréchal Sisi, dans ce troisième mandat. D'abord, c'est un grand pays, l'Égypte. Faut-il le rappeler, 106 millions d'habitants, avec une démographie galopante. Ils ont pris 1,5 million d'habitants depuis 2021, donc c'est énorme. Ils doivent faire face, vous l'avez dit, 40% d'inflation, donc c'est énorme. Des pénuries d'eau aussi, des problématiques sérieuses, structurelles pour ce pays qui est assez dépendant à la fois, j'ai envie de dire, des grandes puissances à l'échelle de la planète, des États-Unis, en lien avec la Russie, avec l'Union européenne aussi. J'étais parlementaire européen, il y a une coopération, une aide de plus d'1 milliard par an qui est octroyée à l'Égypte. C'est un pays qui a une grosse dette, énorme dette aujourd'hui, et qui est au cœur de la problématique du Proche-Orient avec la frontière qui les sépare de Raza, avec le Sinaï, et cette volonté de déplacement de la population palestinienne par Tsahal et Israël. Donc il doit faire face à la fois à des enjeux de politique intérieure et à la fois des enjeux de géopolitique, de dimension internationale. C'est un acteur incontournable à l'échelle de la région, mais c'est vrai qu'il a un troisième mandat qui s'annonce sous des auspices difficiles. Il est contesté et en même temps, ses concurrents, vous l'avez dit, ont un déficit de notoriété cruel. Et lorsqu'on candidate pour une élection présidentielle, on sait que la notoriété joue un rôle prépondérant. C'est le maréchal Sisi, il est connu, il est un acteur incontournable sur la scène internationale, mais il va falloir qu'il fasse face à des enjeux forts sur le plan intérieur parce qu'il y a une montée de la contestation en interne. Vous l'avez dit, 50% de la population égyptienne vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est énorme, ça ne pourra pas durer et c'est les défis qui se présentent à lui. Nazim Sieni, c'est de gros dossiers qui attendent le président égyptien. Ah oui, totalement. Alors, ce qui est paradoxal, je vais contraster un peu ce qu'a dit notre ami Karim, c'est que le FMI a donné en 2023 l'Égypte comme étant la première économie d'Afrique. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une remontée économique du pays. Effectivement, il y a un gros enjeu sécuritaire puisqu'il partage 12 km de frontières avec la bande de Raza. Et aussi, vous avez raison, c'est qu'il y a des enjeux économiques très forts. Et je pense que c'est un pays qui aujourd'hui doit se redéployer sur la scène internationale. Et le prochain mandat qui se présente à Sisi va être extrêmement difficile. Parce que vous savez, aujourd'hui, les Égyptiens sont un peu comme toute la rue arabe, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de perspectives d'avenir, ils ont besoin d'un logement, ils ont besoin
besoin d'un emploi. Et ça, il faudrait que le maréchal El-Sissi puisse donner des garanties et des gages. Mais je pense que c'est un pays qui a de la ressource, parce que ça reste une population jeune, mais c'est aussi, je pense, un pays qui va se relever. Effectivement, vous savez, ce qui les a mis en grande difficulté, ça a été ce projet pharaonique de deuxième capitale. Donc le Caire, donc ils veulent recréer une deuxième capitale à 60 km de l'actuel Caire. Et ça a été un désastre économique pour eux, puisque ça a coûté plusieurs centaines de milliards de dollars. Et c'est ça qui les a mis un peu dans des grosses difficultés. Très bien. Karim Bouaziz, deuxième actualité, il semblerait qu'il y ait de l'eau dans le gaz entre l'administration Biden et Netanyahou. Alors, Aza, Washington veut une sortie de crise. Tout commence avec Anthony Blinken vendredi dernier, qui fait remarquer lors d'une conférence de presse qu'un nombre élevé de Palestiniens ont été tués. Le jour même, une conférence, pas une conférence de presse, un communiqué de presse qui émane de Joe Biden, président des États-Unis, qui fait la même remarque en disant qu'il y a une nécessité première pour l'entité sioniste de protéger les civils. Mais avant, déjà le 2 décembre, lors de la conférence à Dubaï de la COP 28, la vice-présidente Kamala Harris affirme qu'il y a trop de civils qui auraient perdu la vie en Palestine. Et d'un autre côté, les alliés traditionnels de l'entité sioniste, à savoir l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, ne cachent plus leurs critiques à l'endroit de l'entité sioniste par rapport à ces bombardements qui tuent, on le rappelle, jusqu'à présent, le bilan est de 18 000 victimes. Donc les États-Unis, on le voit, où il y a des manifestations aussi qui s'organisent au sein du Congrès, à l'extérieur de la Maison-Blanche, mais qui aussi traversent les universités américaines. D'ailleurs, les présidents des universités américaines ont été obligés, devant la commission d'éducation de la Chambre des représentants, de s'expliquer sur la nature de ces manifestations, puisqu'on accuse les manifestants d'être judéophobes, ce que s'est expliqué Claudine Gay et Liz McGill, qui sont présidentes de Harvard, de la Pennsylvania State University, qui rétorquent qu'aux États-Unis, il y a le premier amendement. Donc, on ne peut pas faire obstacle à ces organisations ou les interdire, c'est impossible. Et pourtant, la pression a été trop forte. Liz McGill, la présidente de Penn University, a dû quitter ses fonctions. Donc on le voit, des bombardements sionistes qui s'invitent au sein des espaces de représentation aux États-Unis et aussi dans les espaces politiques et de débat. Et apparemment, Netanyahou et l'administration Biden n'ont pas le même point de vue au niveau par rapport au bombardement à Gaza. Évidemment, ils n'ont pas la même approche, ils n'ont pas la même stratégie. Netanyahou, de son côté, affirme que l'opération à Gaza, entre guillemets, opération, pourrait encore durer 1 mois. Délai bien trop long pour les Américains. L'entité sioniste, on le voit, temporise. Sauf que cela s'entrechoque avec le calendrier de la période électorale présidentielle américaine. Surtout que d'un autre côté, les démocrates regardent d'un mauvais œil la montée de Donald Trump, favori dans le camp opposé, surtout que les combats sur le terrain font rage. La résistance palestinienne de plus en plus organisée, qui fait preuve d'abnégation, qui a éliminé encore mercredi 9 responsables des forces spéciales sionistes. Karim Zeribi, on voit, il y a 2 calendriers qui s'entrechoquent, celui de l'entité sioniste et bien entendu les présidentielles qui comptent s'ouvrir. Est-ce que selon vous, ça pourrait quand même mettre un coup d'arrêt aux opérations sionistes à Gaza ? Je ne sais pas si ça peut mettre un coup d'arrêt. En tout cas, j'ai envie de dire que le soutien inconditionnel des États-Unis à la riposte disproportionnée, scandaleuse et honteuse de l'État d'Israël est salutaire. C'est de la réelle politique en même temps. On sait très bien qu'aux États-Unis, il y a une contestation aujourd'hui à ce soutien inconditionnel. Je crois qu'on le disait dans notre émission il y a quelques semaines, 18-34 ans, dans un sondage aux États-Unis, 70% des 18-34 ans sont contre ce soutien inconditionnel, sont pour un cessez-le-feu, sont pour la reconnaissance d'un État palestinien. Dans la population américaine, il y a, je dirais, un soutien à la Palestine dont les candidats à l'élection présidentielle américaine ne peuvent pas faire fi, ils ne peuvent pas évacuer ça d'un revers de main. Donc ils font de la réelle politique. En même temps, est-ce qu'Israël va être, je dirais, à l'écoute
de ces messages, j'ai un doute là-dessus, parce que le dessein de Netanyahou et de ce gouvernement d'extrême droite, c'est le grand Israël, on le sait très bien. Donc, et ils se servent du 7 octobre pour mettre en place ce dessein qui était leur projet initial. La Cisjordanie, les expropriations, la colonisation se poursuit, on continue de tuer des Palestiniens, le carnage à Gaza est largement au-dessus des chiffres qui sont annoncés, car vous avez annoncé ce que le ministère de la Santé du Hamas annonce, mais des spécialistes, des experts, et notamment un ancien officier français, expliquaient que ce n'est pas 18 000 morts, c'est 30 000 morts, c'est 100 000 blessés. Parce que quand vous voulez faire des opérations ciblées, vous n'envoyez pas des bombes de 250 kilos, vous envoyez des bombes de 25 kilos, donc qui font très peu de dégâts collatéraux. Or là, ce n'est pas des bombes de 25 kilos ciblées qui sont envoyées sur Gaza, c'est des bombes de 250 kilos. Pour faire un carnage sur les populations civiles, pour les pousser à se déplacer, pour revenir effectivement sur ce territoire, mettre l'administration et le drapeau israélien et prendre ce territoire. Donc on le sait, ce dessein est inacceptable. Il ne peut pas être accepté par les organisations internationales et les Américains doivent aujourd'hui peser de tout leur poids pour que ce carnage s'arrête et pour qu'on ait un débouché politique. Car cette riposte militaire n'a aucun débouché politique. Et au contraire, il dit très clairement qu'il ne veut pas d'État palestinien. Et il va falloir à un moment donné que les États-Unis donnent de la voix, mais pas que. Moi, j'aimerais effectivement que l'Union européenne donne de la voix, que les pays arabes donnent de la voix et qu'on ait un concert uni de nations qui disent stop. Arrêtons cette riposte qui est honteuse et qui met à mal effectivement la vie de populations civiles. Karim Bouaziz, dernière information, Vladimir Poutine revient sur l'échiquier mondial et il revient par la porte du Moyen-Orient. Par la porte du Moyen-Orient avec un premier voyage, c'était le 6 décembre. Vladimir Poutine est reçu en grande pompe à la fois en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, une visite qui intervient alors que Poutine, on le rappelle, est inculpé à la CPI, qui avait dû annuler certains déplacements internationaux comme ces rencontres des BRICS, c'était en août dernier. Donc effectivement une visite officielle de travail qui intervient alors qu'au même moment il y a une réunion, la réunion internationale de la COP28 à Dubaï. Donc effectivement c'est une visite qui a fait beaucoup débat, celle de Vladimir Poutine, puisqu'elle s'articule au moment même où il y a des bombardements à Gaza. Donc en plus de ce déplacement jeudi, on voit un Vladimir Poutine qui fait montre d'une activité diplomatique intense, puisque jeudi donc il revient de son voyage. Vendredi, il reçoit le président iranien Ebrahim Raïssi à Moscou. Le lendemain, il a une longue conversation téléphonique avec Benjamin Netanyahou, assorti d'un communiqué plutôt succinct où on dit que Moscou fournirait tous ses efforts pour trouver une solution à Gaza. Bien sûr, une feuille de route russe qui a très peu de chance face aux autres feuilles de route américaines et émiraties, mais Moscou, on le voit, tente une démonstration diplomatique qui s'adresse surtout au sud-sud, ça c'est pour l'extérieur, mais l'intérieur, on sent que Vladimir Poutine, c'est pas qu'on sent, mais Vladimir Poutine se dirige aussi pour préparer sa future candidature 2024 pour un 5e mandat. Et on se rend compte qu'on ne peut pas faire sans Vladimir Poutine, Karim. On ne peut pas faire sans Vladimir Poutine, notamment au sein de l'OPEP+. Économiquement, on le voit, il y a une convergence d'intérêts à la fois la Russie et surtout certaines monarchies du Golfe, on le rappelle. La Russie a rejoint l'OPEP en 2016 pour devenir l'OPEP+, et actuellement, les observateurs de la bourse vous le diront, mais l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et Moscou ont décidé de baisser leur production de pétrole afin d'enrayer les chutes des cours. Donc, la raison économique est plus forte que tout et comme vous le dites, on ne peut pas faire sans Vladimir Poutine à ce niveau-là, c'est un fait. Donc en 2022, on se rappelle, une pléthore de commentateurs annoncèrent la fin de Vladimir Poutine. Il est vrai qu'il y a eu un balbutiement au tout début de l'opération spéciale en Ukraine, mais tous les historiens militaires vous diront que la Russie commence très mal ses guerres, elle est finie avec succès. En tout cas, des commentateurs donc avaient sonné le glas de Vladimir Poutine. Alors non seulement il est en bonne santé
santé pour un 5e mandat. Et en plus, on se rend compte qu'il n'a rien perdu de son style de joueur d'échecs de niveau mondial. Karim Zeribi, on le Ça voit, vous fait sourire. que Vladimir Poutine pourrait encore donner des cauchemars aux représentants de l'Occident d'ici pour les 5 prochaines années. En effet, vous venez de faire la démonstration de tous les pronostics déjoués par Vladimir Poutine et la Russie, des Occidentaux qui pensaient qu'à travers les sanctions qui étaient infligées à la Russie, il allait être isolé, asphyxié. Et disait-on que la crise interne en Russie ne pourrait pas être surmontable pour lui et il serait isolé sur la scène internationale. En réalité, c'est tout le contraire. Moi, je reviens du forum de Doha, où le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, a fait une intervention, où il y avait le ministre des Affaires étrangères iranien, où il y avait les Chinois, il y avait l'Inde, il y avait les Belges pour ce qui est des Européens, il y avait l'Algérie avec le ministre des Affaires étrangères algérien, M. Attaf. Et on a bien vu, lors de ce forum, que c'était tout le contraire. La Russie déploie une stratégie géopolitique avec un calendrier qui fonctionne. À la fois sur la question énergétique, vous l'avez dit, c'est un membre éminent de l'OPEP et de l'OPEP+ aujourd'hui, qui met en place une stratégie énergétique, mais plus encore, sur le continent africain, elle a un ancrage, vis-à-vis des pays d'Amérique du Sud, elle a un ancrage. Le BRICS, aujourd'hui, est une force, une puissance économique qui tend à se développer. On évoquait au forum de Doha la coalition aujourd'hui des 7 pays du BRICS, mais qui devait s'étendre assez rapidement, de leur point de vue, à 24-25 pays. Ouais. Donc on a une puissance là qui est en train de se mettre en place, qui est un contrepoids, je dirais, à l'Occident, aux États-Unis, à l'Europe, et je crois qu'il va falloir faire avec. En plus, vous l'avez dit, en matière de santé, on le disait là aussi, à l'agonie, donc il semble plutôt en forme, donc il est sur la scène internationale, il est dans la reconfiguration géopolitique des rapports de force, donc, et de manière très ouverte. Et la Chine, en deçà, donc joue en partenaire donc, de la Russie. Donc il faudra faire avec la Russie, avec Vladimir Poutine. Et sur le plan intérieur, j'évoquais avec des chefs d'entreprise russes qui étaient au forum de Doha, ça ne va pas mal du tout en Russie, contrairement à ce qu'on dit sur le plan intérieur. Ça n'est pas vrai. Donc on se raconte des histoires, nous, en Occident, en pensant qu'il y a une crise, que les Russes manquent de tout, qu'il y a une pénurie. Ça n'est pas vrai. Ils ont remplacé les acteurs qui sont sortis donc par d'autres acteurs, donc, et ils ont fait face, effectivement, à ces sanctions et à cet embargo donc, du monde occidental. La Russie va plutôt pas mal et sa stratégie déroule donc, à Vladimir Poutine. En tout cas, c'est une affaire à suivre. Merci. Karim Bouaziz pour cette rétrospective de la semaine. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Actu à la une. Et tout de suite, place au débat. L'élection de Javier Milei à la tête de l'Argentine relance le débat autour de la montée de l'extrême droite dans le monde. L'extrême droite qui arrive en tête des législatives aux Pays-Bas avec le parti de la liberté de Geert Wilders. Le modèle Orban en Hongrie, proche de celui de Trump aux États-Unis ou encore de Bolsonaro au Brésil, lui inspire Giorgia Meloni en Italie. Elle est au pouvoir en Italie, on le rappelle, au moment où en France, les 3 candidats de l'extrême droite rassemblaient pas moins de 32,45% des suffrages. C'était au premier tour des présidentielles. Karim Zeribi, qu'est-ce qui explique cette montée de l'extrême droite ? Je crois que cette montée elle résume un malaise qui est multifactoriel. Donc, il y a effectivement la question économique. On le dit souvent, c'est en période de crise que les choses se tendent et qu'il y a des tensions au plan intérieur dans les nations qui vont mal, où le chômage augmente, où la crise sociale est là. Mais je crois que ça n'explique pas tout. Parce que quand on regarde les chiffres du chômage, en Europe, là où l'extrême droite prospère, ils ne sont pas si dramatiques que ça. On n'a pas un chômage de masse. On a un chômage qui est structurel à hauteur de entre 4 et 7, 8%, à part en Espagne où le chômage dépasse les 10 points. Mais sinon en France, il est à 7 points, 7%. Vous prenez les pays comme la Suède, il est à 3,8%. Les Pays-Bas, il n'est pas si élevé que ça non plus. On est à 4 points. Donc, je veux dire, ça ne peut pas être tout expliqué. Ensuite, derrière, je crois que l'extrême droite prospère sur des enjeux qui sont des enjeux identitaires, culturels. Des enjeux sécuritaires, des enjeux liés à l'immigration, qui semblent parfois incontrôlés par les populations européennes, des enjeux liés aussi à la religion.
la présence de l'islam sur le continent européen est une présence sur laquelle l'extrême droite joue pour attiser les peurs, avec ce basculement, j'ai envie de dire, de population, une démographie qui est vieillissante sur le continent européen, on le sait, on a 500 millions d'habitants, sur les 30 prochaines années, on va perdre 70 millions d'habitants, quand l'Afrique en gagnera 700 à 800 millions. Donc, je veux dire, on voit bien que sur le plan démographique, quand on dit le grand remplacement, on attise une peur, mais qui démographiquement peut effectivement avoir du sens. Maintenant, qu'est-ce qu'on met derrière le grand remplacement ? Est-ce qu'on met la disparition effectivement de l'Europe ? Là, effectivement, c'est une hérésie. L'Europe ne disparaîtra pas. Est-ce qu'on met un danger face à ces populations qui arrivent et qui s'intègrent pour l'immense majorité d'entre elles, trouvent leur place, respectent les règles de ces pays d'accueil et deviennent des citoyens à part entière Donc on voit bien qu'il y a une instrumentalisation des consciences. Cette Europe vieillissante devient conservatrice et on joue sur les peurs pour aller chercher un électorat d'extrême droite. Et j'en termine en vous disant quand même qu'on ne peut pas analyser la montée de l'extrême droite sans indiquer que les autres ont échoué. Si l'extrême droite aujourd'hui est plébiscitée, c'est que ceux qui ont gouverné jusqu'à présent ont commis des erreurs, ont fait aussi des fautes. Et on ne peut pas exonérer ceux qui ont gouverné. Je pense au Parti socialiste en France, je pense à la droite républicaine en France. Ils ont gouverné. Donc, et ils ont eu effectivement l'opportunité de résoudre les problèmes, les dysfonctionnements et d'aller à l'encontre des peurs qui pouvaient être attisées par l'extrême droite. Ils n'y sont pas parvenus. Et là, il semblerait qu'il y ait un boulevard aujourd'hui, en Europe notamment, mais pas que. Vous avez évoqué l'Amérique du Sud, les États-Unis, avec Trump qui risque de revenir en puissance, de montée de l'extrême droite. Nazim Sieni, il y a un boulevard pour une montée de l'extrême droite, comme le dit Zeribi. Complètement, complètement. Et puis plus qu'un boulevard, je pense qu'il y a chez les populations, donc les votants de l'extrême droite, quand vous les analysez, c'est qui ? C'est souvent des couches sociales populaires, paupérisées. Ce ne sont pas des gens qui ont forcément fait des études supérieures. Donc ça, c'est des études qu'on peut trouver, qui sont documentées scientifiquement, etc. C'est aussi, et je rejoins ce qu'a dit notre ami Karim, c'est qu'au-delà des aspects économiques, je pense qu'il y a une crise identitaire très forte qui explique que cette population-là tend vers l'extrémisme et vers le vote d'extrême droite. Et au-delà de ça, il y a aussi le fait qu'il y a une reconfiguration du monde et un monde qui va très vite, la mondialisation, les nouvelles technologies, qui échappent à ces gens-là, qui ne comprennent pas. Et ça donne que dans la peur, on se raccroche à ce que l'on maîtrise et ce que l'on sait. Et aussi, il y a l'offre politique qui a complètement échoué. Donc Karim nous a évoqué la droite, la gauche, mais il y a aussi le centre-droit, le centre-gauche, qui est illustré par le président Macron et qui aujourd'hui fait l'objet d'un rejet massif de la population française. Et je terminerai là-dessus, je parle pour l'Europe surtout. Pour les Européens, en fait, ce qui se passe, c'est que, vous savez, il y a eu la construction de l'Europe qui s'est faite de manière trop rapide, avec un élargissement qui n'a pas été maîtrisé. Et je pense que ça fait partie des explications qui font qu'aujourd'hui, on va vers un vote d'extrême droite. Et il y a aussi le fait que, et je finirai là-dessus, c'est que, vous savez, ça plaît à ces populations-là qu'on leur vende une société qui soit homogène et qui soit recluse sur elle-même. Et ça aussi, c'est important de déconstruire ces légendes autour d'une société qui vivrait en autarcie. Avant de vous redonner la parole, Karim Zeribi, je voudrais qu'on revienne tout d'abord sur ces chiffres que fait l'extrême droite dans le monde. C'est avec vous, Nariman Elvissi. Oui, justement, vous avez vu les têtes qui étaient affichées sur l'écran. Ce sont les big patrons de la droite. Ils ont un point en commun. Ils veulent Make America Great Again, rendre à l'Argentine son âge d'or, ou bien encore rendre à la France et à l'Europe son identité. C'est un discours nostalgique qui a le vent en poupe ces derniers temps. Des États-Unis à l'Europe, de l'Amérique latine à l'Asie, l'extrême droite gagne de plus en plus de terrain au fil des années. On a d'ailleurs réalisé cette carte. Regardez tous les pays en jaune et en orange. Ce sont des pays qui ont vu des pourcentages de vote à droite de plus en plus élevés. Exemple le plus récent, on en avait parlé dans les numéros précédents, c'est bien l'élection du nouveau président argentin Javier Milei. L'Italie est en force aussi. On a l'Espagne avec le parti Vox. En Allemagne, dans les derniers sondages, le parti d'extrême droite AfD arrive second avec 21% d'intention de vote. En France, une enquête Ipsos place le Rassemblement national en tête pour les élections européennes avec 29%. Il y a aussi les pays scandinaves qui sont devenus une sorte de cluster de l'extrême droite. On l'a vu avec la victoire, vous en parliez tout à l'heure, Nohad, de Geert Wilders aux législatives des Pays-Bas. Et la Turquie aussi qui a vu les présidentielles dans cette année, la naissance d'un national
nationalisme sans complexe qui a relégué l'économie au second plan. C'est donc la multiplication des crises et des conflits dans le monde avec l'arrivée de milliers de migrants aussi dans différents pays européens qui a eu pour effet collatéral l'intensification d'un sentiment anti-immigration sur lequel surfent les groupes d'extrême droite. Karim Zeribi, la population mondiale est en train de se radicaliser. Oui, pour des raisons différentes, il faut quand même le souligner. Hein. L'extrême droite en Argentine ne reflète pas, je dirais, les mêmes raisons que l'extrême droite au sein de l'Union européenne, par exemple. Donc, au sein de l'Union européenne, la question est beaucoup plus identitaire, beaucoup plus liée à une crise migratoire, beaucoup plus liée à la peur, je dirais, de voir disparaître la culture européenne. C'est plutôt la crise sociale en Argentine qui fait que l'extrême droite arrive avec des idées très libérales, un peu choc sur le plan économique, et les Argentins veulent faire confiance aujourd'hui à cette tendance-là. En Europe, c'est tout autre chose. Et moi, j'ai envie de vous dire aussi que si on veut endiguer ce phénomène, il y a une responsabilité des derniers arrivés, dont nous faisons partie, les membres de la diaspora. Ça veut dire qu'on ne doit pas se désintéresser de la chose publique. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez la cartographie électorale des pays de l'Union européenne, les Français issus de l'immigration, des dernières vagues d'immigration, ne sont pas ceux qui votent le plus. Au contraire, ce sont ceux qui votent le moins. Donc il faut aussi s'emparer de son destin et prendre part, je dirais, à la destinée du pays dans lequel on vit, on est installé et qui est le nôtre. Et je trouve qu'on n'est pas assez mobilisé contre cette extrême droite à laquelle on laisse un boulevard. Les derniers sondages ne donnent pas 29% au Rassemblement national en France pour les élections européennes, mais 35%. Je ne sais pas si on se rend compte. 35% aujourd'hui des électeurs au premier tour vont voter pour l'extrême droite. Donc c'est énorme, on n'a jamais connu ça. Donc il faut qu'on fasse face à cette réalité, qu'on déconstruise leur logiciel, leur programme politique. La question de l'islam est aussi une question qui est au cœur. On les laisse instrumentaliser cette religion sous couvert de danger avec les actes terroristes qui ont pu exister ici et là. C'est inacceptable. Mais si on n'a pas en face des femmes et des hommes politiques dignes de ce nom, capables de déconstruire le projet d'extrême droite et de donner des perspectives d'espérance donc à ceux qui ont peur, à ceux qui sont inquiets, à ceux qui revendiquent une autorité, et on peut bien le comprendre, et là il n'y a pas de, je dirais, d'origine pour les citoyens qui revendiquent une autorité. L'autorité, c'est pas l'autoritarisme. On peut vouloir que des règles soient respectées, on peut vouloir vivre en toute tranquillité dans son quartier, et on n'est pas d'extrême droite pour autant, mais les partis dits traditionnels ne sont pas emparés de ces questions-là, et ne les ayant pas traitées, ils ont aussi laissé un boulevard dans l'extrême droite. Donc en fait, vous voulez dire qu'il y a certaines personnes qui vont voter pour l'extrême droite, mais qui ne seront pas forcément d'accord avec toutes les idées, elles votent par défaut. Mais vous avez raison, Nourel, de le préciser. Je pense que l'extrême droite aujourd'hui ne représente pas qu'un vote extrémiste au sens fasciste du terme, pour aller vite. Donc il y a des gens qui disent, voilà, il y a un laxisme en France, et on a essayé la droite, on a essayé la gauche, on a essayé Macron, donc on veut essayer l'extrême droite, peut-être qu'on aura un retour de l'autorité, on aura un retour du respect des règles, on pourra peut-être effectivement être plus tranquille, être plus en sécurité. Cette réalité, elle est là aussi. Pareil pour les flux migratoires. Il y a des Français qui ne sont pas contre l'immigration, mais qui se disent rentrer autant de clandestins dans notre pays en étant incapables de les faire repartir dans leur pays d'origine, c'est une forme d'impuissance républicaine, régalienne, qui ne semble pas acceptable pour eux. Il y a de multiples facteurs. Est-ce que l'expression extrême droite n'est pas un peu faussée au fond? Est-ce que ce ne serait pas tout simplement une droite populiste, comme vient de le dire Nazim Sini? Il y a aussi peut-être une condamnation de la mondialisation qui est faite à travers ces choix électoraux, puisque la mondialisation, elle a oublié un pan entier de ces populations, les ouvriers, les partis, la caste un peu populaire. Donc, est-ce que c'est une manière aussi, une vengeance ou un retour dans l'espace politique à travers ces votes à l'endroit de ces partis populistes de droite, et non pas extrême droite? Vous avez raison, hein, il faut prendre un peu de hauteur et de recul et analyser aussi les phénomènes de mondialisation, les phénomènes, cela a été dit par Nazim, l'Union européenne telle qu'elle
elle s'est construite. Aujourd'hui, elle donne s'intend de se construire contre les peuples et pas au service des peuples. L'Union européenne s'élargit. Vous vous rendez compte qu'on est en train de parler de l'Ukraine, de la Moldavie. Je veux dire, donc, alors qu'on n'arrive pas à 27 à faire une Europe de l'énergie, à faire une Europe de la défense. Il n'y a pas d'Europe des affaires étrangères, il n'y a pas d'Europe de la régulation migratoire, de la coopération avec les pays du Sud. Enfin, je veux dire, tout reste à faire sur le plan politique, mais on continue d'élargir. Et ça paraît inacceptable. Pourquoi ? Parce que la souveraineté nationale est quelque chose qui peut avoir du sens sans qu'on soit extrémiste, sans qu'on soit d'extrême droite. Le patriotisme, c'est pas le nationalisme. On a le droit d'être fier d'appartenir à un pays. Je ne sais plus qui disait, le patriotisme, c'est l'amour de son pays, le nationalisme, c'est la haine des autres. Donc, on peut être patriote et aimer effectivement autrui. Et là, on verse dans un nationalisme parce que le patriotisme n'a pas été défendu par les autres partis politiques dits traditionnels sur l'échiquier républicain. Donc, cette forme de fuite en avant qui fait qu'on n'a pas traité les problèmes de sécurité de voie publique, on n'a pas traité les sujets de flux migratoires, on n'a pas traité les enjeux de vivre ensemble. La question du patriotisme a été abandonnée. On a mis l'Union européenne telle une approche supranationale qui niait presque les États-nations. Donc toutes ces questions-là, elles interrogent. Elle crée des peurs, des inquiétudes. Et quand on n'a pas la confiance, on se réfugie vers des populistes qui vous expliquent qu'ils vont tout régler avec une baguette magique. Moi, je veux vous dire une chose, je pense qu'il faut qu'il y ait un renouvellement de la classe politique, de toute manière, en Europe globalement. Les partis dits traditionnels sont en fin de cycle. Et on le voit bien, ils sont à bout de souffle. Mais ce renouvellement, il doit se faire avec les nouvelles forces vives de la nation. Et les nouvelles forces vives de la nation doivent avoir un visage divers. Et c'est ce visage divers qui permettra d'avoir un discours de vérité et peut-être de recoudre les nations de l'Union européenne qui aujourd'hui sont très fracturées. Parce que, encore une fois, l'incarnation en politique me paraît fondamentale, aussi importante que le contenu. Vous n'avez pas de candidate et de candidats issus de l'immigration, dignes de ce nom, capables de postuler à une présidentielle. C'est pas normal. En 2027, on ne peut pas laisser l'extrême droite aujourd'hui vaquer vers le pouvoir avec un boulevard tel qu'on est en train de lui offrir. Il va falloir une alternative. Très bien, Karim Zeribi. Alors vous évoquez l'Union européenne, vous évoquez l'Europe, mais nous, on parle de l'extrême droite partout dans le monde. Je me tourne vers vous, Nazim Sini. Quand on parle, par exemple, de l'élection de Javier Milei en Argentine, l'Argentine, ce n'est pas un pays qui accueille beaucoup d'immigration. Pas du tout. D'ailleurs, voilà. Pour l'histoire... Donc, comment on fait pour lutter contre cet extrémisme dans un pays comme l'Argentine, par exemple ? Alors, je vais vous dire, mais juste si vous me permettez avant de répondre, ce qui est fou, c'est que j'ai discuté avec des personnes qui étaient spécialistes de l'économie d'Argentine. Ils vous disent les Argentins, il y a quelques années, se considéraient comme les Blancs de l'Amérique latine. Parce que leur population contrastait avec le Brésil, qui était un peu plus diverse, etc. Donc, ils ont eu ce sentiment d'avoir été déclassés. Parce que l'Argentine, il y a 50 ans, c'était la première économie du continent d'Amérique latine. Et la crise économique, vous savez, c'est un pays qui est en crise depuis pratiquement 30 ans. Vous imaginez, qui est endetté, sa monnaie qui est dégringole. Il y a une inflation, tout à l'heure on parlait de 40% pour l'Égypte, mais eux, ça frôle les 110 voire les 120%. D'ailleurs, ils n'étaient pas très loin de... 142%. Voilà, exactement, 142%, comme le précise Karim. Et ils n'étaient pas loin d'être au bord de l'implosion, comme le Venezuela. Donc c'est un pays qui a connu... Et puis il y a aussi la dictature qui a marqué en Argentine les mémoires des plus anciens. Et aujourd'hui en Argentine, il y a en fait un rejet de la classe politique. Pourquoi ? Parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas évoquée sur le plateau, c'est tous les scandales successifs qu'il y a eu dans les différentes places politiques internationales. Pour la France, l'affaire Cahuzac, l'affaire Sarkozy, et en Argentine, il y a également aussi avec Kirchner, le couple, l'époux et l'épouse, qui ont été au pouvoir et aux responsabilités, qui ont connu des scandales de corruption incroyables. Et je pense que tous ces éléments-là mis bout à bout ont fait que les Argentins aujourd'hui votent par un rejet. Ça me rappelle un peu le Brexit. Si vous reprenez le sondage, maintenant vous discutez avec les Anglais, ils vous diront on ne serait jamais sorti de l'Europe si on savait. Mais à l'époque, on avait voté parce que c'était un cri de la colère de la rue. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en Argentine. Je pense que les gens n'ont même pas regardé le programme de ce monsieur qui est un peu, j'allais dire, folklorique, mais c'est plus un vote de rejet. Voilà, un vote de ras-le-bol. Que l'extrême droite incarne aussi
notamment les populistes, une forme d'authenticité, proximité avec le peuple. Tout à fait, ouais. Donc, alors que les élites traditionnelles donnent l'impression qu'il y a un fossé avec le peuple. Et le peuple veut mettre au pouvoir des gens qui lui semblent beaucoup plus proches. Ce que disait Trump. C'est le logiciel de Trump. C'est le phénomène effectivement de Trump, c'est le phénomène de tous ces gens qui viennent de la société civile ou qui ont été dans les médias, qui se sont donné des libertés en termes d'expression et qui parlent comme le peuple en fin de compte. Et le peuple se retrouve dans ces personnalités alors que habituellement on a une classe politique qui semble assez décalée. Pour ce qui est des affaires, on sait très bien pourtant en France que Marine Le Pen est attendue devant la justice au mois de février. Ouais. Ça n'empêche pas le Front National d'être à 40% presque. Ouais. Et surtout, j'allais dire, pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est que les partis populistes proposent même une démocratie illibérale. Vous voyez jusqu'où ils poussent un peu la philosophie de dire nous, on sort des carcans classiques de politique traditionnelle et donc ils en arrivent à inventer un projet de société qui en soi est complètement incohérent. Et sur le plan de la géopolitique, les gouvernements d'extrême droite donnent le sentiment de vouloir gérer leurs affaires sur le plan intérieur sans faire d'ingérence sur le plan extérieur. Mais moi, je peux vous dire que les populations aujourd'hui sont attentives aussi à ça. Elles ne sont plus pour les politiques d'ingérence. Elles ne croient plus, notamment les populations occidentales, l'interventionnisme auquel on a été habitué par les États-Unis, notamment grand gendarme du monde, qui veut exporter la démocratie, les populations n'y croient pas. Et les populations n'en veulent plus de ces politiques-là. Gérer les affaires intérieures, apporte-nous la prospérité, donc ce sera déjà pas mal. On est en train de parler un peu d'économie, d'identité de ces partis, mais est-ce que justement l'expression, je repose ma question, est-ce que l'expression extrême droite, à votre avis, résume ces partis? Parce que dès qu'on leur pose la question, ils se défendent en disant que dans leur programme respectif, il n'y a rien qui renvoie au Troisième Reich ou aux événements de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a rien d'extrême droite. Par contre, ils se défendent en disant nous sommes un parti populiste de droite, c'est vrai, mais pas d'extrême droite. Est-ce que cette expression, à votre avis, convient? Je pense qu'ils ont élargi leur socle. Et que leur socle n'est plus effectivement le socle traditionnel de l'extrême droite, néofasciste, nazi, donc dans l'idéologie qu'on a pu connaître au moment de Jean-Marie Le Pen par exemple. Je pense qu'ils ont élargi leur socle électoral à une droite qui peut être effectivement plus classique et traditionnelle, qui s'est greffé à leur logiciel, d'abord parce que eux ne portent plus, je dirais, leur programme tel qu'ils le portaient par le passé, même s'ils continuent d'essentialiser. Et c'est ça le reproche qu'on peut leur faire, c'est d'essentialiser. Quand on dit immigration zéro, c'est pas tenable, c'est pas raisonnable. En revanche, gérer les flux migratoires, donc ça l'est. Aujourd'hui, Éric Zemmour dit immigration zéro, mais Marine Le Pen ne dit plus immigration zéro. Elle dit gestion des flux migratoires. Donc ils ont fait évoluer aussi leur logiciel, donc leur programme, leur sémantique. Le discours, il change totalement en fait. Il change. Mais est-ce que justement il y a un décalage entre ce discours, Karim Zeribi, est-ce qu'il y a un décalage entre ce discours tenu par ces politiques et par les médias et la réalité? Aujourd'hui, il y a une sphère politico-médiatique qui porte aussi ce discours-là. Donc le discours de la droite extrême ou de la droite dure ou de la droite radicale, je ne sais pas comment vous l'appelez, ou de l'ultra-droite, on peut l'appeler comme on veut. En tout cas, c'est une droite effectivement qui a les poncifs que l'on connaît. L'immigration est un problème, l'islam se développe et est trop visible, la délinquance est le fait des étrangers. Il y a des poncifs qui reviennent. Donc on va dire priorité nationale pour les emplois, certains emplois. Ils ont des poncifs. Cette droite-là, aujourd'hui, elle peut être portée par certains médias aussi, ce qui n'était pas le cas. Ça veut dire qu'il y a une forme de puissance idéologique derrière le courant, aujourd'hui, de l'extrême droite. La parole s'est déliée. Pardon ? La parole s'est déliée. La parole s'est déliée. Mais encore une fois, le plus important, c'est pas tant de leur jeter des anathèmes. Ça ne marche pas. On a vu que depuis les années 80, on dit attention, parti dangereux, fonds nazis. Ça n'a pas empêché l'extrême droite d'être au deuxième tour de l'élection 3 fois durant. Je pense qu'il faut déconstruire, pardonnez-moi, avec des arguments républicains, solides, crédibles, authentiques, au plus près du terrain, le discours de l'extrême droite. Il n'y a que comme ça. Et puis il faut l'incarner, cette déconstruction. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas par les partis traditionnels. Nazim Sini, l'extrême droite surfe sur la vague de la peur. Oui, déjà, et puis surtout, je trouve qu'ils sont en train de se dédiaboliser, puis ils ont inventé quelque chose que j'aime beaucoup, c'est qu'ils font du marketing politique. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de se renommer, ils sont en train de s'angéliser, ils sont en train d'avoir un discours décomplexé, et puis surtout de dire, voilà, nous on est au plus proche des préoccupations du peuple, et justement, ils surfent sur les peurs, sur les fantasmes, l'immigration, comme l'a dit Karim, la religion aussi. Mais quand vous rentrez dans le fond, et c'est là où je trouve qu'il faut qu'on les combatte sur le
le corpus idéologique. Marine Le Pen, elle a perdu sur quoi? Sur un débat économique avec Emmanuel Macron, pas sur autre chose. Donc quand vous allez dans le fond du sujet, en parlant d'économie, en parlant de projets de société, là, vous allez voir que leur projet se ridiculise et disparaît. Donc c'est sur ça qu'on doit effectivement, le combat doit être mené sur le corpus idéologique, sur la politique, sur le débat d'idées, et c'est à travers ça qu'on va pouvoir les écarter complètement, et puis surtout leur montrer que l'offre qu'ils proposent est incohérente avec les bouleversements du monde. Aujourd'hui, aucun pays ne peut vivre en autarcie, ce n'est pas vrai. Donc c'est vrai, c'est bien, moi je pense, de défendre les intérêts de son propre pays, donc de faire preuve j'allais pas dire nationalisme, mais de patriotisme économique, mais on est face à une mondialisation qui est mouvante. Vous le voyez, il y a un bouleversement des équilibres. Au XXIe siècle, on est certain qu'aujourd'hui, les pays qui vont dominer le monde, c'est la Chine et l'Inde. Ça ne sera plus les États-Unis, ça ne sera plus l'Europe. Et je pense que c'est l'une des craintes de ces populations occidentales, justement. Et vous évoquez l'Inde, Nazim Sini, l'Inde aussi. Le mouvement d'extrême droite est vraiment puissant là-bas. Il est lié à des raisons culturelles et culturelles aussi. Vous savez que d'abord, c'est un pays qui est fragmenté avec plusieurs religions, l'islam, l'hindouisme, vous avez d'autres micro-religions. Et aujourd'hui, le problème de l'Inde, c'est que c'est un pays continent. D'ailleurs, c'est depuis 2023 le pays le plus peuplé au monde. 1,6 milliard d'habitants. Vous imaginez, qui l'aurait cru il y a 30 ans que l'Inde serait le pays le plus peuplé au monde? Et même les statistiques et les prévisions du FMI parlent de l'Inde comme étant la première puissance économique à la fin du siècle. Donc en 2100, je pense qu'on ne sera pas là sur ce plateau d'ici 2100, mais pour vous dire que c'est un pays qui est en pleine mutation et c'est un véritable rouleau compresseur démographique, technologique, économique et même industriel. Et effectivement, le problème de l'Inde, c'est qu'il n'y a pas encore d'offre politique ou d'hommes politiques, parce qu'on parlait d'incarnation, qui puissent être capables de fédérer l'ensemble de ces populations qui se livrent une véritable guerre culturelle et cultuelle. Alors après, il y a des sujets qui sont portés par l'extrême droite, ça ne fait pas plaisir de l'entendre, mais qui sont des sujets réels. Excusez-moi, mais la question de l'insécurité est un vrai sujet en Europe. Moi, je me sens plus en sécurité quand je marche à Alger que dans certaines villes de France. Donc, et cette réalité, il faut aussi la dire. Et ça veut dire que ça n'a pas été traité par les partis au pouvoir traditionnels. Absence de présence policière, absence de réponse de la justice, déliquescence des services publics, problématiques de quartiers dits difficiles qui s'enfoncent dans les difficultés, avec des habitants qui se sentent abandonnés. Aujourd'hui, vous avez des habitants issus de ces quartiers qui ont toujours voté à gauche, qui ont voté extrême droite. Vous avez même des Français, ça ne va pas faire plaisir de l'entendre, issus de l'immigration, qui sont prêts à voter extrême droite. Parce qu'ils disent les problématiques réelles qui existent et qu'ils révèlent n'ont pas été traités par les autres. Ça ne veut pas dire que l'extrême droite y répondra, mais c'est une forme de protestation, de colère aussi qui se matérialise à travers ce vote. Il faut l'entendre, ça. C'est pour ça qu'il faut un parti républicain fort sur les questions régaliennes, juste sur les questions sociales, et qui remette la question des services publics au centre, qui pourra lutter contre l'extrême droite, mais avec un vrai projet viable, une vraie perspective, mais qui colle au plus près des préoccupations des Français de toute origine, de toute confession. Et aujourd'hui, ce parti-là, il n'existe pas. Il faut le dire, il n'y a pas cette incarnation, il n'y a pas ce programme. Donc soit on a une extrême gauche qui fait beaucoup de démagogie aussi et qui veut draguer un électorat particulier, soit vous avez les partis traditionnels, et Emmanuel Macron qui est au pouvoir depuis 7 ans maintenant, qui a été plus fort sur le plan économique dans le débat face à Marine Le Pen. Mais quid de la situation économique aujourd'hui? Quid des petites et moyennes entreprises? Est-ce qu'elles vivent mieux depuis Emmanuel Macron? La réponse est non. Donc ça veut dire que tant que le politique sera dans le discours, sera dans la promesse, mais sans la traduction dans les faits, on ira chercher autre chose. Et aujourd'hui, cette autre chose semble représenter pour une partie des Français, donc on le verra en 2027, peut-être qu'émergera des figures, des programmes alternatifs, voilà. Peut-être, il faut l'espérer. Mais si ça n'est pas le cas, oui, nous le pensons tous, quelles que soient nos sensibilités, il y a un boulevard pour l'extrême droite qui, de plus est, a rajeuni le personnel politique. Quand vous voyez Bardella, le président, excusez-moi, c'est incroyable, quoi. Vous en parlez tout à l'heure, messieurs. L'extrême droite d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a quelques années. La tendance aujourd'hui est à la normalisation et à la popularisation de cette extrême droite. Une extrême droite qui était jadis ringarde et démodée. Aujourd'hui, ça a changé. L'extrême droite, elle est relookée. Elle est représentée par des personnages jeunes, beaux, charismatiques, extravagants. Regardez cet extrait de l'émission Quotidien sur TMC. Le président du RN, justement, Jordan Bardella, était accueilli en pop star à Vesoul. Le chef de l'extrême droite est accueilli comme une pop star.
Voici la nouvelle stratégie du RN, des selfies, des sourires et des dédicaces. Vous pouvez faire une vidéo pour maman, s'il vous plaît? Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Laurence. Laurence? Ouais. Elle va voter pour vous. Bonjour Laurence, j'espère que vous allez bien. On vous embrasse depuis la foire de Vesoul et j'espère que vous irez voter pour le européen. Voilà. Véronique Laurent vous embrasse depuis la foire de Vesoul. C'est dommage que vous ne soyez pas là. Et dédicace à la première G6, dédicace à la classe 4B, dédicace à tout le lycée. On pense à vous et dommage pour ce qu'on va. Justement, vous avez des réactions sur ce nouveau visage de la droite? Des réactions, encore une fois, c'est de la réelle politique. Il est proche des gens. C'est un garçon qui est né en Seine-Saint-Denis, peut-être le département le plus pauvre de France. Il a une très belle rhétorique. Dans les débats, il est plutôt punchy, convaincant. À mon avis, il apprend ses fiches par cœur. Parce que moi, j'ai déjà débattu avec lui. Quand vous creusez un peu, il n'y a pas grand-chose. Mais en tout cas, dans la configuration des débats politiques, il tire son épingle du jeu facilement. Et puis, vous l'avez dit, j'espère que vous ne le pensez pas, il plaît aux femmes. Donc, et donc, c'est un atout supplémentaire. Voilà, mais il mise sur un renouvellement du personnel politique. Et je peux vous dire que les 89 députés qu'ils ont à l'Assemblée nationale, ils ne viennent pas en jean ou en basket. Ils viennent en costard, en cravate. Ils donnent l'impression de respecter la République, ils ne sont pas trop outranciers. Donc voilà, c'est aussi toute une stratégie comportementale d'affichage. Nazim parlait du marketing, ça fait partie de leur approche marketing. Dedans, oui. Karim Zeribi, quand vous parlez des sujets ou des terrains de prédilection de l'extrême droite, à savoir l'immigration, l'identité nationale, la sécurité, on a l'impression que les partis des autres années avaient complètement délaissé ces sujets, alors qu'en France, il y a une politique sécuritaire pendant 30 ans, c'est une police, quoi qu'on en dise, qui est efficace. La politique d'émigration, il est très difficile d'émigrer en France ou envers tous ces pays. Donc il y avait des politiques, il y avait une politique migratoire. L'extrême droite nous dit qu'elle a été complètement abandonnée. C'est pas tout à fait le cas. Non, je pense, Karim, pour vivre en France et connaître un peu ces sujets, la police de proximité a complètement disparu. La police de proximité était une demande forte des Français. C'est une police de prévention, de dissuasion, qui rassure les populations. Vous savez, moi, quand je circule en Algérie, je vois des barrages. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, moi, ça ne me dérange pas. Ça me rassure. Parce que quand je vois des gens en uniforme, pour moi, ils sont porteurs de l'ordre. Ils sont porteurs de l'autorité. Et ils peuvent intervenir plus rapidement lorsqu'il y a des comportements déviants. En France, on a des polices d'intervention qui arrivent une fois que le mal est fait. Les brigades anticriminelles, donc on a une CRS 8 qui a 250 personnes pour 67 millions d'habitants, qui intervient lorsqu'il y a un drame dans un quartier. Mais ce n'est pas ça que les Français veulent. Ils veulent une police présente au quotidien pour les rassurer. Et les habitants de ces quartiers, en premier lieu, et ça depuis Sarkozy, on a eu des milliers de fonctionnaires en moins. Deux minutes. Naïma n'a pas fini son Parce qu'on parlait son de intervention. ce relooking. Pour être juste un petit exemple assez marrant, la droite s'est lancée dans le dating avec la création d'un site de rencontre réservé aux patriotes. Il s'appelle Droite au cœur et pour s'y inscrire, il faut dans un premier temps donner son orientation politique. Dans les choix, les propositions vont des Républicains au parti Reconquête d'Éric Zemmour. Les gauchistes, les féministes et les wokistes ne sont certainement pas le bienvenu avec eux. Il est là le danger de l'extrême droite, l'ethnicisation de la société. L'ethnicisation de la société, la communautarisation de la société. C'est les gens qui prétendent vouloir lutter contre le communautarisme qui le créent et qui l'exacerbent. Les moins communautaristes dans le pays, en France, ce sont les Français issus d'immigration et les musulmans de surcroît. S'ils étaient communautaristes, le maire de Marseille serait de confession musulmane. C'est loin d'être le cas. Oui. Non, mais en plus, ce site-là, je me demande si constitutionnellement, il a le droit d'exister. Parce que là, du coup, on est en train de créer un site internet qui discrimine par la religion ou par la race. Et moi, ça me choque parce que, mais pour revenir à ce que vous disiez par rapport à Jordan Bardella, effectivement, c'est la génération Y, celle qui maîtrise les réseaux sociaux, les TikTok, les Instagram. Et je pense que le parti RN a compris les codes de la jeunesse. Et ils se le sont appropriés pour toucher cet électorat. Parce qu'il faut savoir, les jeunes aujourd'hui entre 15 et 18 ans, ce seront les futurs électeurs en 2027. Donc il y a toute une stratégie derrière. Et d'ailleurs, je me demande sur ce site si quelqu'un de confession musulmane a le droit de s'inscrire.
Est-ce que quelqu'un issu de l'immigration a le droit de s'inscrire? Vous voyez, donc on est en train de petit à petit, de manière insidieuse, à ethniciser, comme je reprends les propos de Karim, effectivement la société française. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que les discours des partis d'extrême droite trouvent écho auprès de ces jeunes. C'est ça qui est le plus inquiétant. Et c'est là où je pense qu'on a aussi une responsabilité pour intéresser les jeunes à la politique. Aujourd'hui, il y a une vraie fracture, mais dans tous les pays du monde, hein. Pas qu'en Europe, pas qu'en France, dans tous les pays du monde, quand vous discutez avec les jeunes générations, encore pire avec la génération alpha qui aujourd'hui est adolescente, ils se désintéressent totalement de la politique. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils n'ont pas de visage représentatif, mais parce qu'on ne laisse pas à ce qu'une personnalité émerge. Tout à l'heure, Karim disait il faudrait un parti politique qui soit fédérateur. Mais est-ce qu'on va le laisser émerger? Tellement il y a des lobbies puissants en France, des lobbies financiers, des lobbies politiques. On ne laissera pas, je vous verrai, hein, et c'est un pari que je fais avec vous sur ce plateau, on ne laissera jamais un parti émerger en France qui soit issu de l'immigration. Parce qu'on a trop peur que ce parti-là puisse prendre un tel poids politique qu'il démolirait. Il ne faut pas un parti. Karim Zeribi, on en revient justement à ce site. Attendez, parce que je ne veux pas qu'on se comprenne mal. Moi, je ne veux pas un parti de gens issus de l'immigration. On ferait tout faux. Il faut un parti qui représente la communauté nationale dans toute sa diversité. C'est ça qu'il faut. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas qu'on segmente là où les gens veulent segmenter. Au contraire, la réponse à la segmentation, c'est le rassemblement. Il faut fédérer. Il ne faut pas, je dirais, diviser les gens les uns contre les autres. Moi, je vais vous dire, quand on voit cette affiche, il y a deux choses qui m'interpellent. Le mot patriote et le drapeau bleu, blanc, rouge. On a laissé le mot patriote, et tout à l'heure j'ai expliqué que le patriotisme avait quelque chose de noble. Aimer son pays, c'est noble. Je veux dire, les Algériens sont patriotes, ils aiment l'Algérie, on ne va pas le leur reprocher, c'est le nationalisme qu'il faut combattre. Ils n'utilisent pas le mot nationaliste, ils utilisent le mot patriote. Le bleu, blanc, rouge, depuis quand le drapeau, il faut le laisser à l'extrême droite? C'est pareil. Moi, faisons des comparaisons. L'Algérie, les Algériens sont fiers de leur drapeau. Est-ce qu'on pense que les Algériens sont d'extrême droite? Non, parce que dans la culture algérienne, le patriotisme, la fierté du drapeau, c'est quelque chose qui est ancré dans la nation algérienne. En France, on a laissé ça à l'extrême droite. La Marseillaise, on a laissé ça à l'extrême droite. Quand vous laissez les symboles de la République... C'est cette idée de suprémacisme qui revient encore une fois, finalement. Vous savez, il y a des symboles dans une nation. Si vous laissez les symboles donc, aux partis extrémistes, parce que les partis traditionnels donnent le sentiment d'être mondialistes, donc de nier effectivement la question nationale. Mais à un moment donné, la nature a horreur du vide, donc on revient à ses racines. Le drapeau bleu, blanc, rouge n'est pas l'apanage de l'extrême droite. Donc le mot patriote ne doit pas être l'apanage de l'extrême droite. Je veux dire, et ces choses-là, ce parti que j'évoquais qui doit rassembler, doit aussi rassembler autour de ces symboles. Est-ce qu'on n'a pas dit aussi que la nation était une notion un peu dépassée, que par exemple le drapeau bleu, blanc, rouge était un peu peut-être un symbole de haine, c'est pareil en Espagne, en Italie, donc on a un peu délaissé ces symboles, même cette identité nationale, donc ces partis reviennent là où il y avait un vide, donc forcément c'est pour ça que peut-être, je pose la question, ils enregistrent quand même des succès. C'était des symboles qui ont été délaissés pendant des années, notamment par la gauche. Il faut poser la question à la gauche parce que c'était le synonyme de haine et on ne voulait pas revenir dans la drapeau est synonyme de haine. Le drapeau bleu, blanc, rouge est synonyme de haine. Oui, la France, par rapport à une certaine catégorie de la population, qui, c'était leur logiciel en tout cas. C'était ça leur logiciel. Et surtout que les notions d'État étaient peut-être des notions dépassées. On parlait de mondialisation, la fin des frontières, peut-être des États au-delà des exécutifs, au-delà des frontières, peut-être que c'était dépassé, c'était vraiment le village global. Moi, je pense qu'on ne peut pas envisager une Europe forte sans des nations fortes. Et moi, je suis pour une Europe des États-nations. Et peut-être effectivement qu'on est parti un peu vite dans une Europe fédérale qui voulait nier les États-nations et les identités nationales. Moi, en tant que Français, qu'est-ce que j'ai en commun avec un Hongrois? Pas grand-chose. En revanche, avec les Espagnols, avec les Italiens, qui sont des Méditerranéens comme moi, j'ai des choses en commun. Donc cette Europe, je veux dire, elle a tellement élargi qu'elle s'est diluée dans quelque chose dont on ne sait même plus ce qu'elle est sur le plan culturel. Donc, et ça, force est de constater que les pères fondateurs avaient envisagé une Europe peut-être par cercle concentrique. À 6, il fallait commencer à approfondir. À 9, on pouvait approfondir sur d'autres sujets. À 12. Puis ensuite, quand on est 27, on a peu de sujets en commun. Or, en réalité, on a approfondi sur rien. Donc, n'approfondissant sur rien, les peuples européens vous disent aujourd'hui « je veux qu'on revienne à la souveraineté nationale ». Et qui veut revenir à la souveraineté nationale? Le parti d'extrême droite. Nazim Sini, je voudrais parler un petit peu d'économie avec vous, vous qui êtes analyste économique. Alors, est-ce que la crise économique dope justement cette montée de l'extrême droite? Totalement, clairement. Et puis, c'est le terreau de l'extrême droite. Puis, quand vous regardez les 20 dernières années de l'Europe,
elle a vécu une succession de crises. Ça a commencé d'abord par la crise des subprimes, qui a été importée en Europe en 2008, qui a été une crise financière systémique. Et là, on a donné le sentiment, justement, qu'il y avait une élite politique qui défendait les banques au détriment, enfin qui a sauvé les banques au détriment des populations. Mais est-ce que la théorie selon laquelle, après chaque crash, chaque crise financière, il y a une montée de l'extrême droite 5 années après, elle va jusqu'à atteindre un pic? Oui, tout à fait, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation, mais ça, je veux dire, c'est mathématique. Il y a une corrélation entre crise économique et également montée de l'extrême droite, parce que l'extrême droite se prévaut d'être la solution face aux crises économiques, face à la non-réponse des personnes qui sont au pouvoir. Et je terminerai aussi là-dessus, c'est que n'oubliez pas, il y a eu la crise grecque qui a exacerbé les tensions en Europe, où on a donné le sentiment que les Européens sont partis aider un peuple totalement à la dérive, avec des partis politiques qui ont menti aux institutions européennes sur les comptes, sur les budgets de l'État, etc. Donc tous ces éléments-là, quand vous les additionnez, vous donnent qu'aujourd'hui, les partis d'extrême droite surfent surtout sur les problématiques économiques, d'inflation, de chômage, de crise du logement, etc. etc. Des problèmes qu'on impute, pardon Karim Zeribi, des problèmes qu'on impute souvent aux minorités ou aux étrangers. Oui, déjà, bien sûr. Mais pas que ça, il y a aussi une élite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on donne le sentiment qu'il y a une élite économique qui dirige les pays pour défendre des intérêts financiers, commerciaux, etc., au détriment des couches les plus paupérisées. Encore une fois, si on analyse, si on arrivait à obtenir des données statistiques sur la catégorie socio-professionnelle des votants d'extrême droite, c'est qui? Ce sont les ouvriers. Ce sont ni les chefs d'entreprise, il y en a, hein. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Ce ne sont pas les cadres, ce ne sont pas les ingénieurs, parce que souvent ce sont des personnes qui ont un niveau d'éducation et d'instruction assez élevé, donc ils comprennent les enjeux de la mondialisation. Mais quand vous êtes un ouvrier, essayons de nous mettre à la place de ces gens-là, parce que même si on ne cautionne pas l'extrême droite, il faut comprendre leur cheminement psychologique. Vous êtes un ouvrier qui travaille dans une usine au fin fond de Valenciennes, dans le nord de la France, votre usine ferme pour se délocaliser à l'autre bout de la planète. Quel sentiment vous avez derrière ? Vous voyez, ça part de là en fait. Et c'est pour ça que, pour moi, la mondialisation sauvage, néolibérale telle qu'elle a été conçue, fait partie des éléments qui expliquent la montée de l'extrême droite. Karim Zeribi ? Moi, je partage à moitié cette idée sur la montée de l'extrême droite, en tout cas en Europe. En Argentine, oui, totalement. Pays, effectivement, où l'inflation a commis des ravages. Pas en France. Quand Lionel Jospin, en 2002, faisons un peu d'histoire contemporaine, n'arrive pas au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2002. Il est Premier ministre pendant 5 ans, avec la gauche plurielle. Tous les clignotants sont au vert sur le plan économique. Il fait la CMU, il y a les emplois jeunes, le chômage a baissé, tous les clignotants. Il n'est pas au deuxième tour de l'élection présidentielle. On a Chirac, Le Pen. Et quand on a aujourd'hui 7% de chômage, on ne peut pas dire qu'on a un chômage de masse. Quand on a 3,8% de chômage en Suède, en Finlande, 4% aux Pays-Bas, où les dernières élections législatives ont amené l'extrême droite majoritaire, on ne peut pas dire que c'est la crise économique et sociale. Je pense qu'en Europe, on est traversé par une crise identitaire. C'est profond. Il faut qu'on le regarde en face, cette crise identitaire. Et ceux qui attisent l'idée de la guerre des civilisations, donc aujourd'hui, donnent du gré à moudre, effectivement, à l'idée de cette opposition à la fois des religions, à la fois des communautés. Et il faut répondre à ça. Et comment on répond à ça ? Mais par des exemples vivants. Les musulmans trouvent leur place dans la société sans aucun problème. Qui en parle ? Qui le démontre ? Le demande aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, désigner les minorités et les étrangers comme responsables des maux économiques, c'est la solution de facilité, ou est-ce que vous êtes d'accord ? Mais il ne les désigne pas sur les questions purement économiques. Le discours de l'extrême droite, c'est sur les questions, je le disais, de tranquillité publique, de sécurité, d'évolution des mœurs. Ça aussi, c'est une dimension qui est quand même très culturelle. L'économie, c'est très important dans une nation, dans un pays. Mais excusez-moi, la question culturelle, elle est tout aussi importante. La question identitaire est tout aussi importante. Nous avons une conception universaliste de la société en France. Cette conception universaliste, est-ce qu'elle a fait ses preuves ? Est-ce qu'elle a donné le sentiment que tout un chacun se retrouvait dans la communauté nationale, était respecté, trouvait sa place ? Non. Donc l'extrême droite revient sur cette conception universaliste en disant, vous avez vu ? Donc, ils ne font pas de bons Français. On n'arrive pas à les intégrer. Ils ne s'assimilent pas. Et donc, ils pointent ceux qui, effectivement, ne trouvent pas leur place.
en oubliant l'immense majorité qui trouve sa place. Donc mais qui l'immigration, sont c'est le les coupable invisibles. idéal, on va dire. Il faut que nous mettions en avant ceux qui trouvent leur place. Ils sont l'immense majorité dans la vie publique. Cette question d'immigration était mise en avant par des partis communistes. Par exemple, Georges Marchais, puisqu'on on peut faire de l'histoire, Georges Marchais, il y a 20 ans, parlait du problème d'immigration. Parce qu'en ramenant des immigrés, on faisait une espèce de dumping social sur les travailleurs. On va faire aussi un peu de littérature. À l'époque, Zola, Germinal, quand les travailleurs faisaient grève, on ramenait des ouvriers belges pour faire un dumping social sur les salaires. Donc au-delà de l'essentialisme, c'est un problème économique. Les gens, c'est ça le... Oui, mais ça c'était 74, mon ami. Oui, Aujourd'hui, on est en 2024. mais c'est la dialectique. Les concepts voyagent avec le temps. Non, mais les concepts voyagent, mais la société a évolué. Non, mais c'est pas pour rien que le parti FN est le premier parti ouvrier de France. Et les partis socialistes ne se posent pas la question. Aujourd'hui, la visibilité musulmane n'a rien à voir avec ce qu'elles étaient dans les années 70. Mais ça, c'est la question identitaire, c'est la question culturelle. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la montée de l'extrême droite, c'est celle qui prédomine. Ce n'est pas la question économique. Les Français, ils ne veulent pas aller bosser dans la restauration. Ils ne veulent pas aller bosser dans le BTP. Ils ne veulent pas aller faire des trous au marteau-piqueur. Ils ne veulent pas aller faire le ménage. Donc la réalité est là. Quand vous avez 70% des Français dans les sondages qui disent que l'article 3 de la loi sur l'immigration, qui consiste à régulariser des gens en situation irrégulière, ils sont pour les Français. Ils sont conscients que leurs enfants ne veulent pas faire certains métiers. Donc ils sont pas. Du coup, il n'y a pas d'ostracisme de l'immigration, de cette immigration de travail et économique qui va faire des jobs que les Français ne veulent pas faire. Ceux dont les Français ne veulent pas, c'est ceux qui effectivement donnent le sentiment de créer le trouble, de ne pas respecter les mœurs, de ne pas respecter les règles, de ne pas respecter la tranquillité publique, les lois républicaines. C'est pour ça que je disais que la question de l'autorité était au centre du débat. Autorité, identité. Aujourd'hui, vous avez ces deux phénomènes qui sont le socle du discours de l'extrême droite. La question économique. On va pas mal en France sur le plan économique. Il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire, même si les classes moyennes ont un sentiment de déclassement. Même, ok, très bien. Mais je veux dire, il y a pire. Il y a pire. Et pour autant, en Espagne, quand vous avez un chômage à plus de 10, c'est le Parti socialiste qui est au pouvoir. Ce n'est pas l'extrême droite espagnole. Donc, vous voyez que la question économique ne peut pas être le seul élément. La question culturelle, la question de la sécurité, la question des mœurs, la question de... Encore une fois, identitaire, elle est fondamentale. Il faut qu'on y réponde. Moi, je suis français. Nazim est français. Nous sommes des Français à part entière. On est fiers d'être français et fiers d'être d'origine algérienne. Qui le dit, ça, publiquement, à tous nos compatriotes français? Très peu de monde. Ils ne l'entendent pas. Donc, ils ont le droit de douter. Est-ce qu'ils se sentent vraiment français? Est-ce qu'ils aiment vraiment la France? Il faut qu'on réponde à ça. Nous sommes Français à part entière. Cette communauté nationale, nous en faisons partie. Tant que nous ne répondrons pas à ça, l'extrême droite ira faire effectivement son terreau de ces questions-là. En fait, tout est imbriqué. Tout est imbriqué, pourquoi? Parce que moi, je pense que ce qui est reproché à cette immigration, c'est la délinquance et la criminalité. Comment on répond à la délinquance et à la criminalité? Par de l'autorité, je suis d'accord, mais aussi par des perspectives économiques. Ceux qui font le trouble dans les quartiers, si vous leur donnez un travail, un stage, une formation, ils n'ont pas le temps de commettre... Ouais. Donc, je ne crois pas que les trafiquants de drogue qui gagnent 100 000 euros par mois iraient travailler pour 1 200 euros par mois. Mais ça, c'est marginal. Là, je ne suis pas très convaincu. Non, mais c'est marginal. Je ne suis pas très convaincu. Je pense que tous les gens dans les quartiers ne font pas tous du trafic de drogue. On parle des trafiquants de drogue. Oui. Les 90% sont victimes des trafiquants de drogue dans les quartiers. Oui, bien sûr. Oui, mais c'est les 10% qui font monter le Front National. Ce n'est pas les 90% qui subissent. Oui, mais là, on extrapole. Je veux dire, là, pour moi, la criminalité, ce n'est pas que le trafic de drogue. On va finir avec vous. On va terminer avec de drogue. Oui, mais c'est pour ça. Il y a 30% des détenus qui sont étrangers. Oui, mais les Français te le rappellent, ça. Oui, c'est pour ça que je dis que tout est imbriqué, c'est très important, que le socle économique, après, tout le reste va ensemble. Après, c'est vrai, les questions culturelles, identitaires, etc. Mais regardez, pour moi, le problème vient du haut de la pyramide. Est-ce qu'on a proposé un projet d'assimilation ou d'intégration à ces populations immigrées? Regardez le modèle anglo-saxon. Pourquoi il fonctionne en Angleterre? Pourquoi il fonctionne au Canada? Pourquoi il fonctionne en Australie et pas en France? Pas en Allemagne, pas en Belgique? Parce que le modèle d'intégration ou d'assimilation est mauvais dès le départ. C'est-à-dire que vous soyez français, espagnol, peu importe. C'est le modèle républicain. Très bien, c'est bon. Oui. C'est bon, merci. C'est le modèle républicain. Merci monsieur, on doit clore le débat si on veut continuer l'émission. Vous voulez clore le débat? On est obligé, on n'a pas le choix. C'est qu'on peut continuer. On n'a pas le choix, on pouvait continuer, mais on n'a pas le choix. On doit passer à la rubrique de Nariman Zekar, mais tout de suite, on revient tout de suite.
السلام عليكم. سمعنا بلي تبع كرة النمسا بزاف بارابور لي زولدان. Question suivante, s'il vous plaît. Matter Holding. Strategic Investments. Vous regardez la grande émission, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, on passe tout de suite à la séquence média. Et la séquence média, c'est avec vous, Nariman Zekar. Et on commence avec le géant de la fast fashion, Zara, qui se retrouve au cœur d'un nouveau bad buzz. Effectivement, la chaîne de prêt-à-porter espagnole a annoncé sur son compte Instagram avoir supprimé les photos de sa dernière campagne de publicité sous le feu des critiques depuis plusieurs jours pour ses ressemblances avec des images de la situation actuelle à Gaza. La campagne regardée présente des photos de corps enveloppés dans des draps blancs, dans un décor de destruction. La mannequin se tient au-dessus des décombres, avec derrière elle une forme découpée sur du carton qui ressemble étrangement à la carte de Palestine historique. Zara dément toute implication et affirme dans un communiqué que la campagne était imaginée au mois de juillet et photographiée dans le courant du mois de septembre. Vous y croyez, Karim Zeribi, à ces explications? Franchement, je découvre... Vous découvrez les images? Je découvre ça, ces images et autres. C'est vrai que ça ressemble derrière, en fond, à la carte du territoire palestinien. Après les corps, mais bon, on nous dit que ça a été fait avant. Je sais pas quel commentaire apporter à ça. Très franchement, je n'ai pas d'idée arrêtée là-dessus. Nazim Cheni? Pour moi, c'est pas de l'art, c'est de la provocation, c'est une manière détournée de parler d'un conflit, même s'ils disent que ça a été fait avant. Le conflit palestinien dure depuis 70 ans et l'instrumentaliser sous couvert de l'art ou de photos, pour moi, c'est scandaleux. Ça sert pas à la marque et je trouve qu'ils ont été courageux parce que cet artiste, je crois que c'est une designer, c'est ça? Justement, on va en parler. D'ailleurs, on se pose la question, l'équipe des relations publiques de Zara n'aurait réellement pas pris en compte la perception de sa nouvelle campagne lancée au beau milieu d'un génocide? Eh bien, pour en avoir le cœur net, je me suis penchée sur la personne derrière cette campagne. Un nom ressort, c'est celui de Vanessa Perelman, responsable du design de cette campagne publicitaire. Elle n'en est pas à sa première polémique, car en 2021, elle avait envoyé une vague de messages racistes au mannequin palestinien Qaher Harhash, lui disant notamment, je cite, que si son peuple était éduqué, il ne ferait pas exploser les hôpitaux et les écoles qu'Israël a contribué à financer, ajoutant dans son message ne jamais cesser de défendre Israël face au cirque médiatique publié sur la Palestine. Difficile de croire à présent que cette campagne est anodine. C'est pas anodin. Il faut tout dire, hein, Nariman, quand vous lancez le sujet. Quand vous donnez la deuxième partie, on comprend mieux la première. Ouais. Donc, effectivement. C'est pour le suspense, oui. Donc, le deuxième épisode est dramatique de cette séquence. Donc là, il n'y a plus de doute. Je veux dire, c'est une question, c'est une designer orientée, politisée, qui soutient les thèses de l'extrême droite israélienne. Disons les choses clairement. Non, moi je vous dis c'est scandaleux et je comprends pas comment, parce que Zara ça reste un grand groupe qui fait partie du groupe Inditex, numéro 1 mondial du textile. Ils ont, je pense, des garde-fous un peu partout, à la communication, au marketing. Comment ils ont pu laisser faire ça? Et je pense que comme la polémique a enflé, et on est dans un contexte un peu tendu, parce qu'il y a une montée de la colère populaire aussi de la rue, qui dénonce les génocides qui sont commis sur le territoire de Gaza, là ils ont réagi parce qu'ils ont même observé une campagne de boycott qui s'est traduite par une baisse du chiffre d'affaires. Et là, ça leur fait un peu peur. Un peu comme les grandes marques américaines de fast-food, qu'on ne citera pas, qui subissent de plein fouet les campagnes de boycott. Et j'espère qu'on n'assistera pas à de nouvelles polémiques comme ça. Parce que ça veut dire que le BDS fonctionne. Oui, tout à fait. Le BDS fonctionne, exactement. Parlons 7e art à présent, Nariman, avec ce nouveau choix de Netflix qui ne fait pas l'unanimité.
Oui, à peine annoncé, le projet de film centré sur Hannibal Barca par Netflix a fait déjà un grand bruit en Tunisie. Le rôle initialement réservé à Vin Diesel a finalement été attribué à Denzel Washington. Un choix qui n'a pas plu à tout le monde. Il serait trop âgé et surtout trop noir pour incarner le célèbre stratège militaire. En Tunisie, où Hannibal est érigé au rang de héros populaire, on accepte mal qu'un acteur noir lui prête ses traits. Le sujet a même été débattu à l'Assemblée nationale tunisienne le 30 novembre dernier lorsqu'un député a interpellé la ministre de la Culture, Hayat Qatat Garmazi, pointant du doigt un risque de falsification de l'histoire. Selon les chercheurs historiens, Hannibal avait plutôt la peau brune et non pas noire. C'est parti tellement loin que même une pétition a été signée par près de 2000 personnes pour annuler le documentaire accusant Netflix d'appropriation culturelle et de vouloir propager l'idéologie afrocentriste. C'est d'ailleurs pas la première fois qu'une production Netflix de ce genre est sous le feu des critiques. Il y a quelques mois, c'était une fiction sur Cléopâtre qui a été critiquée par le gouvernement égyptien. Le choix d'une actrice noire pour prêter son visage à l'ancienne reine avait relancé le débat sur sa couleur de peau et son origine. Reste à savoir si le documentaire sur Hannibal sera tourné en partie dans le pays, et notamment à Carthage, l'ancienne cité punique où le général est né. Karim Zeribi, ça vous fait sourire? Non, ça me navre. Ça ne me fait pas sourire, parce que moi, je n'ai pas l'indignation à géométrie variable. Je lutte contre tous les racismes. Et là, j'aime beaucoup nos amis tunisiens, qui sont des frères, donc, mais je trouve qu'il faut cesser de communautariser, d'ethniciser et de porter une idée raciste dans le monde de l'art et de la culture. Donc, Denzel Washington est un acteur exceptionnel, formidable. Donc Hannibal était un génie, un grand militaire à Carthage face à l'Empire romain, mais je ne vois pas en quoi la couleur de la peau de l'artiste serait gênante. Après, on s'étonne, on parlait de l'extrême droite, de l'ethnicisation, de la xénophobie. Si le Maghreb est xénophobe avec l'Afrique subsaharienne, si les pays arabes, l'Égypte est xénophobe avec la couleur de peau noire, je veux dire, on ne peut plus rien attendre de l'humanité. De l'autre côté, il y a quelques années, il y avait un projet autour de Jalaluddin Rumi, vous savez, le poète persan, qui devait être campé par Leonardo DiCaprio. Et on jugeait que Leonardo DiCaprio était aussi blanc de peau, trop blanc, yeux verts. Donc ça avait soulevé un tollé jusqu'à faire abandonner le projet pour le réalisateur qui était David Franzione. Je trouve ça scandaleux. La culture, le sport doit effectivement nous amener à nous transcender plus facilement que dans les autres sujets de la société. Et on voit que cette forme de xénophobie, de rejet, d'ethnicisation, que moi je combattrai toujours, il faut prendre les êtres pour ce qu'ils sont. Et je considère que ce rejet de Denzel Washington, de Leonardo DiCaprio, dans le cas présent, de l'actrice pour Cléopâtre, c'est insupportable. Il ne faut pas céder à ces tentations-là, parce que là, je vais vous dire déjà que c'est compliqué, que les sociétés sont fracturées. Si l'art et le sport nous amènent à la fracturer encore plus, on n'a plus rien à espérer de l'humanité. Nazim Sini, ces rejets n'ont pas leur place dans le 7e art. Oui, tout à fait, mais je voudrais apporter un peu de nuance, si vous me permettez. Imaginez un instant qu'un documentaire sur l'émir Abdelkader serait tourné, on dirait on va prendre un acteur noir. Et alors? Non, mais quelle aurait été la réaction de... Mais je réponds, ça ne me gêne pas. Oui, mais Karim, vous n'êtes pas le représentant de tous les Algériens. Non, mais il y a une fidélité à l'histoire. C'est surtout ça, Karim. Une fidélité à l'histoire. Après, moi, je suis d'accord mais avec n'anticipez pas sur la position de l'Algérie alors que vous ne la connaissez pas. Non, mais... c'est pas ça. Ça reste un exemple. C'est une forme de procès d'attention, là. C'est pas très clean, ça. C'est que moi, là où je vous rejoins sur le plateau, c'est qu'effectivement, je pense que on n'aurait jamais dû avoir une polémique et amener cette question-là d'un problème de casting dans l'espace politique. On aurait pu dire, pour retranscrire fidèlement l'histoire d'un personnage, on va prendre un acteur qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, par exemple, ou qui se rapproche des traits ou de la couleur de peau de ce personnage. Ça, oui. Mais après, la polémique a enflé par rapport à ça. Je trouve que ça a pris des proportions, ça a pris des dimensions disproportionnées. Mais encore une fois, je pèse mes mots. Est-ce qu'on aurait accepté un acteur noir pour représenter l'émir Abdelkader? Justement, ce n'est pas des personnalités fictives, c'est des personnages qui ont existé, il y a une réalité aussi. C'est juste ça n'a rien à voir avec le racisme aussi, voilà, il y a des gens qui ont existé, il y a des indescriptibles. Ces personnages-là, est-ce qu'ils sont grands parce qu'ils ressemblaient à ce qu'ils étaient, ou est-ce qu'ils sont grands par ce qu'ils ont fait? Non, on a décrit, je vous pose la question. On a décrit ces personnages. Je vous pose la question. Et peu importe, est-ce qu'ils sont grands par ce qu'ils ont fait,
ou par ceux qu'il représentait physiquement. C'est un film dédié sur l'histoire, donc on Moi, va être au Émir maximum Abdelkader, fidèle sur l'histoire. Ce que je trouve grandiose, c'est la personnalité qu'il incarnait, c'est l'action qui a été la sienne, c'est sa résistance, c'est son humanisme. Oui, son combat, Donc, et bien si sûr. c'est un noir qu'il représente fidèlement par son comportement, ça me mais on convient falsifie tout un peu aussi bien l'histoire, que si Karim. c'était un blanc. Oui, mais on falsifie un peu l'histoire parce que c'est pas ce qu'il était physiquement. Et on a parlé d'incarnation Vous ne pendant une trouverez bonne jamais partie. le sosie de l'émir Abdelkader. pas Donc le là, sosie. j'ai envie de dire, on est un peu jusqu'au boutiste. Ouais. Et sous couvert de ce jusqu'au boutisme se cache un racisme, que le L'authenticité. vouliez ou non. Non. Plutôt une Moi, je pense que c'est un problème de authenticité, casting. C'est un problème de l'authenticité casting. Voilà, c'est plus moi. Pour moi, c'est un problème de casting plutôt qu'un problème. Une fidélité à l'histoire aussi. Alors, on va terminer avec Peut-être que si vous avez un acteur qui le ressemble plus physiquement, qui sera de moins bonne qualité que Denzel Washington, sera moins On fidèle fait à un ce qu'il film a sur fait. le général de Gaulle incarné par un noir. Est-ce que ça passera auprès des Français à votre avis? Mais non. encore une fois, comme Ouais, pour honnêtement, comme franchement, pour sans l'Algérie, ironie, sans ironie. non, mais Vraiment. comme pour l'Algérie, Dernier vous posez des exemple, le film questions. de C'est- Napoléon Bonaparte aussi. Quand on parlait de films sur Jésus, il y a des gens qui se sont insurgés, effectivement, parce qu'on disait la couleur de peau de Jésus est importante. Donc la couleur de peau de Jésus est importante ou elle n'est pas importante? Vous considérez qu'elle est importante? Ouais, mais c'est un prophète, Vous c'est verrez-vous différent. dans avec un film un Jésus on noir plonge dans le blasphème. Mais après. encore une fois, moi je vous parle pour moi. Un Moi, Napoléon la couleur de Bonaparte peau noir. ne me dérange pas. Non, mais nous non plus. Je n'ai Mais c'est une pas. question de Ça dérange représentation personne, du ça dérange personnage La historique. représentation, c'est ce qu'ils ont incarné, pas ce à quoi ils ressemblaient. Moi, je ne fais pas de confusion entre les traits physiques de quelqu'un et ce qu'il a incarné pour l'humanité. L'émir Abdelkader, Hannibal, Cléopâtre, Jésus, pour l'humanité, ils ont incarné quelque chose. Si celui qui joue le rôle de ces gens-là l'incarne à merveille, peu importe sa couleur de peau. Je m'excuse, je reste sur mes positions initiales. Très bien, Karim Zeribi. Alors, on va finir sur une note un peu plus fun. Et c'est l'année 2023 qui a été une belle année pour la chanteuse Taylor Swift. Nariman. Oui, je suis tombée cette semaine sur le classement Forbes des 100 femmes les plus puissantes ou les plus influentes du monde. Et franchement, j'étais assez surprise par le top 5. En number 1, on a Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. En deuxième position, Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale. OK. Kamala Harris en troisième place, vice-présidente des États-Unis. Giorgia Meloni, on parlait de la montée de la droite. Et en cinquième place, Taylor Swift. Alors, je vous avoue que je me suis d'abord frotté les yeux, puis j'ai voulu comprendre pourquoi. Il faut savoir qu'elle est passée de la 79e place en 2022 à la 5e cette année. Et en faisant des recherches, je découvre qu'elle a également été élue personne de l'année par le Time Magazine. C'est assez surprenant, surtout en voyant la liste des précédents sélectionnés. On avait Volodymyr Zelensky l'année passée, Greta Thunberg ou encore Donald Trump. Mais qu'est-ce qui a bien pu pousser l'hebdomadaire Time à honorer une pop star d'un titre presque toujours réservé à des personnalités politiques? 17 ans après le début de sa carrière, Taylor Swift n'a jamais eu autant de poids économique, culturel et politique. Grâce au succès record de sa tournée Eras, Taylor Swift est devenue milliardaire en octobre, ce qui fait d'elle l'une des rares artistes à atteindre ce niveau de fortune. La série de concerts a même stimulé l'économie américaine selon le président de la Fed, John Williams, qui a parlé en septembre d'un effet Taylor Swift sur le PIB américain. Et ce n'est pas passé inaperçu auprès des leaders d'autres pays, Nariman. Oui, dans une vidéo publiée sur YouTube en juin, le président chilien demandait à la chanteuse d'inclure son pays dans sa tournée en Amérique du Sud, une requête reprise par le maire de Budapest ainsi que par les leaders politiques au Canada et en Thaïlande. Grâce à ses fans, elle transforme tout ce qu'elle touche en or. Elle utilise surtout son influence pour appeler ses fans à s'inscrire sur les sites électoraux. Un enjeu de taille pour les démocrates qui tentent de mobiliser les jeunes électeurs. Parce que, je vais vous donner un exemple, en septembre 2023, Taylor Swift avait posté un message sur Instagram pour encourager ses followers à s'inscrire sur le vote.org, sur le site vote.org. Et ce site a vu sa fréquentation augmenter de 1226% dans l'heure qui a suivi le vote, du coup juste en 60 minutes. Un soft power impressionnant qui nous laisse penser que son influence sur l'élection présidentielle de 2024 pourrait être profondément puissante. Nazim Sieni, vous êtes un Swiftie?
Non, mais j'ai suivi cet artiste. En fait, d'abord, tous ses albums se sont inscrits dans le top 3 du Billboard à chaque fois aux États-Unis. Elle incarne aussi une jeunesse qui est friande de liberté. Elle représente une certaine idée de la femme aussi. Elle est jeune, hein, elle est née en 89, donc je crois qu'elle a 34 ans. Ouais, 34 ans exactement. Et elle est tellement puissante, vous imaginez, alors ça va faire sourire notre ami Karim, c'est qu'elle doit se produire en France au nouveau stade de Lyon. Oui. Et on va déplacer une journée de championnat à cause d'elle, pour elle. Donc en espérant que les Lyonnais descendent en Ligue 2, hein, mon cher Karim, que l'OM finisse dans le top 3 du championnat. Mais pour vous dire un peu ce qu'elle incarne et ce qu'elle est. Et puis surtout... Et elle pourrait influencer le vote de la présidentielle 2024. Bien sûr. Et je pense que la classe politique américaine a compris le poids qu'elle avait auprès des jeunes générations, etc. Donc ça fait partie... Vous savez, je finirai juste là-dessus. C'est que les Américains dépasseront toujours le monde avec deux choses. Le way of life et le soft power. On consommera toujours de la culture américaine, leur musique, leur nourriture, leur technologie, etc. Et c'est en cela que Taylor Swift représente une idée de la puissance américaine. Elle représente une idée de la puissance américaine, Taylor Swift ? Comme ça, là, j'ai envie de dire, c'est la Jordan Bardella de ce classement. Donc j'espère qu'elle n'a pas les mêmes idées. Très bien, on arrive, merci donc pour toutes ces réactions, on arrive à la fin de cette émission. Merci d'avoir répondu présent ce soir. Karim Bouaziz, Nariman Zekar, Karim Zeribi, toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Et puis je termine avec notre invité Nazim Sini. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous organisez un événement économique, c'est ce mardi à partir de 17h30 au Palais de la Culture. Ça s'appelle Algeria 2030, Make Algeria the first economy in Africa. Voilà. Belle idée. Merci. Bravo. Et vous êtes conviés. Eh bien, nous serons au rendez-vous. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Très bonne soirée. Ce programme vous a été présenté par l'ANEP. Ce programme vous a été présenté par Air Algérie. Matter Holding. Strategic Investments. Le Nomad Fashion, partenaire styliste du programme.